Bonjour à toutes et tous bienvenue à une nouvelle séance du festival alimentaire. Cette séance est organisée par le mouvement d'économie solidaire. Donc le festival alimentaire a lieu partout en France et aussi à l'international du 15 octobre au 30 novembre chaque année. Cette année, c'est un peu particulier, mais on a décidé quand même d'organiser plein de séances en ligne grâce à Imago TV qu'on remercie vraiment. Donc le festival alimentaire, en quelques mots, c'est un festival qui porte autour des enjeux agricoles mondiaux. C'est vraiment un événement international sur les questions d'alimentation durable et solidaire. L'idée, c'est vraiment d'amener les citoyens et les citoyennes à s'informer et à comprendre en fait les enjeux agricoles mondiaux. Chaque année, on a le plaisir, dans le cadre du festival alimentaire, d'accueillir des intervenants internationaux. Donc là, cette fois-là, il n'y aura pas d'intervenants internationaux, mais voilà, c'est aussi possible. Le festival alimentaire, il est coordonné par le Comité français de la solidarité internationale, qui est basé à Paris, coordonne à la fois le festival alimentaire et en même temps mène des actions de plaidoyer, notamment sur la question du consommer local en Afrique de l'Ouest. Et puis en région, il est coordonné par des structures régionales. Et voilà, sur l'ex-région Midi-Pyrénées, ce festival est coordonné par le collectif régional des organisations de solidarité internationale Occitanie que je représente aujourd'hui. Et puis voilà, dire aussi que donc, ce festival de films, il y a beaucoup de projections grand public, mais aussi des projections scolaires, et on y tient beaucoup auprès de lycées agricoles. Donc je vais laisser la place à Sébastien pour présenter la séance. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette séance. Cette séance, elle s'organise dans le cadre du FRES, le Forum régional de l'économie sociale et solidaire. Donc cette année, c'est la 20e édition. Elle se nomme Le monde d'après d'une société précaire aux économies solidaires. Au cours de vendredi et aujourd'hui, il y a eu différentes tables rondes qui se sont enchaînées, à la fois sur les low-tech, sur la jeunesse et la précarité, sur le défi des territoires, avec les enjeux, avec certaines collectivités locales, que ce soit la ville de Toulouse ou le conseil départemental. Cette séance, elle s'inscrit dans un temps qu'on a dédié à l'alimentation. C'est le défi précarité pour une alimentation locale et de qualité. Tout d'abord, vous allez pouvoir regarder la séance et assister à un débat avec les réalisatrices, Louise Monlançon et Anna Faucher, qui sont des membres de l'association Let's Food, mais aussi la sociologue et animatrice régionale chez ADR, pardon, Occitanie, Elsa Pidou. On espère que cette séance va vous plaire et on vous retrouve après. Alors, quelques petites précisions techniques. Donc, du coup, l'idée, c'est de cliquer sur OK sur votre écran pour lancer le film. Sachez que du coup, il y a bien 1 heure pour le débat. Donc, on va juste la repréciser. Sébastien, je te laisserai repréciser. Mais voilà, on se retrouve pour le débat. Si jamais vous n'avez pas fini du coup de visionner le film, sachez que c'est pas grave et que vous pouvez le visionner ensuite. Mais il y a 1 heure précise pour le débat. Si des gens de votre entourage arrivent en retard, ils peuvent visionner une partie du film, mais le débat commence à 1 heure précise. N'hésitez pas aussi à poser vos questions du coup via le chat, via le chat Imago. Et donc voilà, Sullivan pourra nous transférer les questions aux intervenantes. Donc voilà, Sullivan qui fait aussi partie de l'équipe du Croisier Occitanie. Oui, du coup, la séance, elle va commencer, on va dire à 14h05 et le documentaire dure 29 minutes. Donc, ça veut dire que le débat va commencer vers 19h, 14h, pardon, 45, 44. Voilà. Bon visionnage. Bonjour à tous. Maintenant, on va un peu commencer le débat. Donc, euh, pour commencer, j'aimerais remercier Elsa Pibou et Anna Faucher. Elsa Pibou qui est sociologue et animatrice régionale chez Ardéar Occitanie et Anna Faucher qui est la réalisatrice de ce documentaire avec Louise Monlançon bien sûr, mais travaille aussi avec Let's Food, donc une association.
Donc, peut-être pour commencer, vous pouvez vous présenter. Donc, Anna Faucher, vous pouvez. Anna Faucher. Oui, alors bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis la cofondatrice avec Louison Lançon de l'association Let's Food. C'est une association qui accompagne les territoires à la mise en place de systèmes alimentaires territoriaux et notamment en intégrant un axe de coopération internationale où l'objectif c'est de se dire que finalement les villes aujourd'hui ont des problématiques alimentaires et agricoles similaires et que il y a plein de solutions qui sont mises en place sur les territoires, portées par des acteurs publics, associatifs, privés, et qu'on essaie d'encourager l'échange d'expériences entre territoires pour assurer la résilience alimentaire de tous les territoires demain. Et voilà. Et on a réalisé du coup ce film peut-être rapidement dans le cadre de la coopération entre Montpellier, Méditerranée Métropole et la ville de Fès. Donc une coopération qui est en cours depuis 2003. Et donc les deux villes sont intéressées à échanger, notamment du fait d'un climat méditerranéen similaire. Et l'idée, c'est de voir un peu ce que fait chaque territoire et comment ils peuvent échanger des bonnes pratiques. Voilà. Merci beaucoup. Donc, maintenant, Madame Pivot, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Elsa Pivot. Je suis animatrice à l'association régionale de développement de l'emploi agricole et rural. C'est l'ARDEAR Occitanie. Et je suis aussi chercheuse associée au laboratoire LIST et dans l'équipe dynamique rurale du LIST. Et voilà, auparavant, j'étais enseignante-chercheur et j'ai passé pas mal de temps dans l'enseignement supérieur et la recherche. Merci beaucoup. Donc, avant que les questions n'arrivent, donc n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. On peut peut-être commencer par, vous pouvez peut-être commencer par expliquer vos ressentis vis-à-vis de ce documentaire. Donc, cette fois-ci, commençons par Madame Pivot pour changer. Très bien. Bon, tu vois, c'est un film, je trouve, qui est très dense et qui aborde, comme vous avez pu le voir, beaucoup de thématiques et qui montre, je trouve, très bien les effets de système en matière agricole, alimentaire et territoriale. Donc, j'ai été ravie à la fois de le visionner. Voilà. Merci encore de m'avoir invité pour réagir sur ce film, très pertinent. Alors, j'ai quelque chose quand même à vous dire pour commencer. Je ne suis pas du tout spécialiste du cas marocain. Et j'ai encore du mal à me dire spécialiste du cas français, même si ça fait quelques années que je l'étudie. Donc voilà, je suppose que peut-être dans les gens qui sont présents, il y a peut-être des personnes qui sont beaucoup plus spécialistes que moi, donc n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. Hein. Mais en tout cas, voilà, ça fait écho, bien évidemment, à la situation qu'on peut retrouver en France et en Europe. Il me semble, en tout cas, la situation agricole, alimentaire, il y a plein de parallèles qu'on peut établir. Et on a essayé de dresser, en préparant ce débat avec Anna Faucher, les différentes thématiques sur lesquelles on avait des choses à dire. Voilà. Il me semble que l'agriculture, la question des alternatives, la question de l'alimentation, du genre, de la transmission, mais aussi le rôle des collectivités, des politiques locales, constituent l'ensemble des thèmes sur lesquels on peut réagir. On pourra revenir, je pense, aussi là-dessus sur le débat, pendant le débat. Ce qui me semble essentiel de souligner, je vais peut-être commencer par ça et me focaliser là-dessus, c'est moi je connais un petit peu la situation agricole en France, pour l'avoir un peu étudiée dans le cadre de mes travaux de recherche, mais aussi parce qu'aujourd'hui je suis animatrice dans une association qui veut installer des paysans et des paysannes nombreuses en Occitanie. Donc je suis aussi en prise directe dans mon environnement professionnel en ce moment, voilà, avec ces questions-là. Et ce que je remarque en tout cas, c'est qu'il y a, concernant l'agriculture, donc qui va concerner davantage mon intervention, c'est qu'il y a plusieurs dynamiques qui ont permis en fait ce qu'on voit dans le film, c'est-à-dire le développement d'une agriculture conventionnelle, productiviste et moderne, contre lesquelles s'inscrivent en fait en faux finalement les alternatives agroécologiques, hein, et que le développement de cette agriculture productiviste et dite moderne a eu comme parallèle aussi l'entrée en minorité. Je reprends un terme d'un sociologue qui s'appelle François Purcell, donc l'entrée en minorité des agricultures familiales traditionnelles. Et ça a été causé, je pense, par plusieurs phénomènes qui ont eu lieu en fait, de manière parallèle ou concomitante, qui sont très liés les uns aux autres. Premièrement, l'urbanisation. On voit bien, la ville de Fès en est un exemple, c'est une ville qui continue à s'étendre et qui continue à grossir. Donc il y a un phénomène comme ça d'urbanisation et d'exode rural qui crée des fractures, non pas forcément nord-sud, comme on a tendance à le mettre en avant, mais
parfois aussi des fractures sud-sud, c'est-à-dire qu'au sein même des territoires, du territoire marocain, on voit bien une fracture entre cette ville qui se développe beaucoup et l'arrière-pays, comme on l'appelle. Et donc voilà, on a bien vu, on voit un phénomène de coexistence. Alors on ne reviendra pas sur cette dimension de coexistence, mais entre d'un côté des populations de classe plutôt moyenne qui ont des emplois plus de bureaux, dans le développement des services, et qui sont connectés au marché globalisé, connectés tout court, branchés sur Internet, branchés sur plein de réseaux, et des populations intérieures rurales plus pauvres, plus précaires. Et ça, c'est un phénomène qu'on observe, je pense, pas mal dans le cas marocain. Et un autre phénomène concomitant, c'est la modernisation de l'agriculture, qui a entraîné aussi en fait l'exode rural. Et on voit bien là encore que les pouvoirs publics marocains, je ne suis pas spécialiste du plan Maroc vert, mais en tout cas, ont incité et ont encouragé par différents dispositifs, publics ou parapublics, au développement d'une agriculture beaucoup plus mécanisée, beaucoup plus industrialisée, et dont les produits sont à destination des marchés internationaux. Et donc, on voit bien qu'il y a un effet, à un moment donné, on voit bien tous les effets que ça a entraîné, des effets sur la concurrence, sur l'accès à certaines ressources foncières, aux ressources en eau. Ça a eu comme effet aussi plusieurs mécanismes de pollution, on l'a vu sur la question de l'eau. Et il y a aussi des phénomènes de spécialisation et une production qui est de plus en plus destinée à des marchés internationaux. Et donc, finalement, les solutions alternatives dans ce système-là, alors, elles sont aujourd'hui, elles tentent de se développer, et on voit bien qu'il y a une volonté à la fois de mobiliser le patrimoine local, même parfois par les pouvoirs publics, et qui disent qu'il faut développer le patrimoine local et faire de l'entrée de la qualité finalement le moyen de développement de ces arrière-pays et de l'agriculture dans ces arrière-pays. Et on voit bien que là encore, il y a toute une dynamique de développement d'acteurs qui promeuvent donc l'agroécologie, qui font en fait que ces arrière-pays, aujourd'hui, c'est de véritables laboratoires d'innovation territoriale, mais il y a encore tout à faire. Et il ne faut pas oublier que derrière ces laboratoires d'innovation territoriale, il y a aussi des rapports de force très forts. Et aussi, je pense, à un rapport et un poids politique, en fait, qui n'est pas encore construit et qui crée véritablement, là encore, des effets de concurrence très forts entre cette agriculture moderne et une agriculture familiale, traditionnelle, agroécologique, qui est décidée à d'autres marchés. Voilà en tout cas les réflexions que ça m'a inspiré. Et je vais terminer là-dessus avant de vous laisser la parole et de réagir peut-être sur d'autres thématiques. Mais il me semble que l'erreur fondamentale, c'est de croire, il y a beaucoup de sociologues qui insistent sur cette situation, qui disent aujourd'hui, c'est le cas aussi en France, coexistent différents types d'agriculture. Une agriculture plus productiviste, tournée vers les marchés mondiaux, une agriculture de firme. Et à côté de ces types d'agriculture, on observe des phénomènes de développement de la permaculture, de l'agriculture agroécologique, sous différentes formes. Et on a tendance à se dire, ah ben, si ça existe de fait, et que ça coexiste de fait, c'est que c'est possible. Et on a tendance du coup à passer sous silence justement les rapports d'opposition et de force très forts. Parce que cette agriculture agroécologique, elle n'est pas compatible. Elle ne peut pas coexister et continuer à se développer face à une agriculture de firme qui, elle, empiète sur les ressources foncières, continue à polluer les sols, constitue des menaces pour la biodiversité. Et je pense que le plan Maroc vert, là encore, je ne suis pas spécialiste, mais après quelques recherches, il incarne toute l'ambiguïté, en fait, du développement agricole. C'est-à-dire qu'il y a un premier pilier qui concerne le développement de l'agriculture moderne à haute valeur ajoutée. Donc là, on est en pleine agriculture de firme, vous voyez. Et de notre côté, l'accompagnement des petits agriculteurs des zones enclavées pour développer une agriculture plus résiliente, une agriculture de qualité. Et donc là encore, croire qu'on va pouvoir développer les deux en même temps et faire coexister ces deux modèles, à mon sens, c'est une erreur qu'on a faite en France et qu'on continue de faire dans notre pays européen. Et je pense que là, il y a quelque chose qui est un peu irréconciliable. Je m'arrête là parce que sinon, je suis lancée, je peux parler pendant des heures. Mais voilà ce que je voulais commencer à apporter au débat. Ben, merci beaucoup. Déjà, c'est une très bonne introduction. On peut peut-être commencer par, donc on avait dit qu'on avait plusieurs points à aborder comme petits points de débat. On peut peut-être commencer par celui des politiques locales et des politiques locales et de la gouvernance. Donc notamment, il y a une première question dans le chat, c'est comment les collectivités locales agissent
ou peuvent-elles agir à Fès pour changer les choses, encourager une agriculture et alimentation durable? Donc, on peut peut-être commencer par Anna Faucheur, donc, qui répond, et puis après essayer de voir un comparatif avec la France pour Madame Thibon. Oui, alors merci Elsa, très bien résumé un peu toute la problématique globale. Je pense que c'est bien de reposer aussi tout ce contexte sur Fès. Donc, c'était une grande question, effectivement. On est allé voir l'adjoint au maire qui s'occupe de l'agriculture et à chaque fois qu'on lui parlait de système alimentaire et du coup de toutes ces thématiques qu'on essaie d'aborder dans une vision systémique pour voir quels peuvent être les liens justement et pas penser juste agriculture, juste alimentation, juste nutrition, juste déchets. Il nous disait ça, c'est pas notre compétence, c'est pas notre compétence, c'est pas notre compétence. Et donc, l'objectif, effectivement, c'était de lui faire comprendre qu'en fait, ils ont des compétences, alors peut-être moins qu'en France. Et c'est ce qu'on disait quand on a préparé. Effectivement, la France a la chance quand même d'être un pays assez décentralisé où les collectivités ont pas mal de compétences et surtout ont des transferts financiers pour pouvoir mettre en place des actions assez indépendantes et assez fortes. Elle pourrait bien sûr aller plus loin à ce jour, mais ça commence déjà en France. Là, à Fès, ils s'occupent notamment du marché de gros. Donc effectivement, il faut que tous les produits passent par le marché de gros avant d'être distribués ensuite dans les différents souks, marchés, épiceries. Et nous, on lui disait, bah, par exemple, ça, c'est une compétence sur laquelle vous pourriez travailler en favorisant les producteurs locaux par rapport à d'autres produits qui seraient importés ou bien d'autres régions pour soutenir justement une petite agriculture locale. Ils ont aussi en responsabilité les déchets. Et donc ça, ils travaillent déjà sur les déchets verts avec lesquels ils produisent de l'électricité pour l'éclairage public. Et on leur disait, vous pourriez, comme Montpellier y travaille, aller plus loin dans la récupération et la valorisation des déchets alimentaires pour à la fois créer du compost. Donc il y a une problématique de désertification assez forte au Maroc. Donc il y a des liens à faire justement pour reboucler, mais aussi pour peut-être valoriser. Ils ont une usine de transformation, donc de méthanisation, donc ça pourrait aller plus loin. Ces deux compétences auxquelles je pense, il y en a beaucoup moins qu'en France. Par exemple, ne serait-ce que les cantines, nous, c'est un levier qui nous semble intéressant et qui a été largement repris, inscrit dans une loi maintenant en France. Et il n'y a pas cette compétence-là des collectivités, de la commune. Après, on travaille on a vu juste avec la région. La région, ils ont aussi ce travail de valorisation des produits des terroirs. Et donc, ils organisent des forums de valorisation de certains produits. Là aussi, ça pourrait aller plus loin. Donc, pour l'instant, c'est assez ponctuel. Mais il y a ce travail d'identification de produits locaux et de valorisation dans des supermarchés aussi qui arrivent petit à petit et qui donnent accès du coup à des producteurs locaux pour faire de la transformation ou de la mise en bocal ou toutes ces techniques qui permettent de garder les produits plus longtemps et donc d'avoir une valeur ajoutée à plus long terme. Voilà pour quelques idées de ce que Fès et la région Fès-Meknès fait déjà et pourrait faire pour aller plus loin. Merci beaucoup. Donc, bah, Elsa Pibou, si vous voulez un petit peu réagir là-dessus. Oui, alors là, je ne suis pas spécialiste de toutes les collectivités et je vais peut-être plus me concentrer sur le cas de l'Occitanie que je connais un petit peu mieux. Donc, la question, comment les collectivités locales agissent ou peuvent-elles agir? Je vais peut-être répondre plus à peuvent-elles agir parce qu'il n'y en a pas encore beaucoup qui vraiment agissent pour préserver l'agriculture et installer des paysans ou des paysannes. En tout cas, même s'il y a plein de contre-exemples, hein, je pense qu'il y a plein de collectivités qui tentent de le faire. Il y a différents outils. En fait, les collectivités locales, parfois, elles disposent de nombreux outils, des outils fonciers aussi, par exemple, pour installer des jeunes ou des moins jeunes agriculteurs sur les terres. Mais je pense que globalement, donc, les collectivités locales, elles ont des leviers économiques qui doivent aller au-delà des aides existantes et des critères permettant d'avoir accès aux aides existantes, notamment les aides de la PAC, qui sont encore beaucoup trop dirigées vers le soutien d'une agriculture conventionnelle productiviste. Et donc, les leviers économiques, il y a des plans de développement agricole qui peuvent être faisables à l'échelle de l'Occitanie et qui pourraient davantage soutenir les acteurs de l'agroécologie et les associations ou structures qui les promeuvent. Et je pense que là encore, dans les critères et dans les choix des aides, il y a certainement des choses qui sont à revoir. Je me souviens d'une discussion qu'on a eue avec
des gens, des élus régionaux qui disaient « on veut bien soutenir les paysans et les paysannes, mais vous comprenez, ceux qui vendent leurs produits en direct, on ne peut pas tracer la qualité des produits. On ne peut pas apposer un petit plastique autour avec une liste d'ingrédients et des personnes, un service après-vente auprès de qui se plaindre s'il y a un problème de qualité du produit. Et ça nous empêche d'aider ces agriculteurs parce qu'ils ne rentrent pas dans les dispositifs existants. Vous voyez, et c'est quelque chose qu'on a vu d'ailleurs dans le film apparaître à un moment donné, cette question de la qualité des produits, de la sécurité des produits. Bref, je pense voilà, qu'il va falloir à un moment donné revoir aussi ces critères-là, ou du moins les réfléchir. Et il y a aussi un autre élément qui me semble clair, et peut-être encore plus clair dans la situation en Occitanie et en France de manière générale. Je pense que les collectivités ont un rôle à jouer dans la préservation et la sanctuarisation, on peut utiliser ce mot, des zones agricoles, des terres agricoles, pour faire en sorte que ces terres-là ne partent pas à l'urbanisation. Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène de développement de ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. Une terre agricole qui devient une terre non agricole, c'est une terre artificialisée et qui perd en plus ses qualités agronomiques. Je ne suis pas agronome là encore, mais ce sont des phénomènes qui sont quasiment irréversibles à l'échelle humaine. Donc, et là encore, il y a des outils qui existent, et dans les plans locaux d'urbanisme, on pourrait imaginer qu'il y ait une grande fronde des collectivités pour faire en sorte que plus aucune terre ne soit urbanisée. Ce sont des pistes. Merci beaucoup. Donc, s'il y a des questions ou même des remarques dans le chat, n'hésitez surtout pas à réagir. Peut-être on peut faire au niveau, on a beaucoup parlé des politiques locales, peut-être on peut juste y revenir une dernière fois sur un peu expliquer sur le plan Maroc Vert, parce que c'est quelque chose qui est expliqué dans le documentaire, mais peut-être avoir plus d'informations. Donc, Madame Faucheur, si vous voulez bien y répondre. Plus d'informations sur les objectifs. Elsa a expliqué un petit peu, effectivement, il y a deux axes. Le premier qui est plutôt d'intensifier la production, et donc effectivement il y a eu tout un tas de technologies qui ont été mises en place et qui ont été proposées aux agriculteurs, et notamment sur les questions d'irrigation, étant donné qu'il y a une problématique qui est celle de l'eau. Et c'est ce que dit notamment le professeur Amrani, qui dit qu'il y a une problématique, c'est que effectivement l'État d'un côté pousse l'agriculture et l'intensification de l'agriculture, et de l'autre, le ministère de l'eau dit attention, il y a un manque d'eau, et il n'y a pas du tout en tout cas, il y a un manque de dialogue et d'interservice, de transversalité entre les politiques publiques à l'échelle nationale, qui est qu'on ne peut pas effectivement produire sans eau, et que donc il faut peut-être adapter. Et donc, c'est ce que je trouvais intéressant, notamment, c'est ce qu'on a trouvé intéressant dans cette problématique du plan Maroc Vert, c'est qu'il le dit très bien aussi, il y a eu, sur le papier, c'est vraiment un plan intéressant, et je lisais tout à l'heure qu'il avait été salué par la FAO, donc l'organisation de l'ONU sur l'agriculture et l'alimentation, parce qu'il a permis quand même de désenclaver beaucoup de zones rurales et de développer l'emploi agricole, ce qui est une chose importante d'investir dans les zones agricoles, dans les zones rurales, donc ça a eu quand même des effets positifs, mais que derrière, effectivement, les producteurs, et ça, je pense que c'est une question de capacité de l'État à mettre en place un plan, à mettre en place un programme. Il y a eu une problématique de moyens alloués aux formations, en fait, aux formations des producteurs, et peut-être aux capacités des producteurs d'être formés aussi. Donc, il y a des questions d'éducation dont parle aussi le film. Donc, je pense que ça a été un frein qui est assez intéressant, parce que effectivement, c'est des petites problématiques comme ça qui ne sont pas forcément visibles sur le papier, et quand on y va, on se rend compte qu'effectivement, malgré le fait qu'il y ait des systèmes de goutte à goutte aujourd'hui, si les producteurs ne savent pas les utiliser, on est toujours sur une surexploitation des ressources et une menace demain par rapport à leur outil productif et la capacité à sortir un revenu, ou ne serait-ce qu'à sortir de quoi se nourrir, quoi. Voilà, après il y a effectivement un deuxième axe qui est plutôt notamment sur la valorisation des produits du terroir. Ça aussi c'est intéressant, donc ils sont sur de la labellisation AOP, AOC, c'était des JP, je les avais notés, je cherche à côté, mais il y en a quelques-unes. Là, il faut voir le
le pour et le contre, peut-être qu'on pourra en parler vis-à-vis de ce qui se fait en France aussi. C'est intéressant justement de valoriser ces produits locaux. Ça reste des produits de niche, hein. Souvent c'est de la figue, des capres, donc des produits qui sont très très adaptés au climat. Pour de la valorisation, là je ne sais pas si on va jusqu'à l'export, je pense qu'on n'en est pas là, mais en France c'est vrai que certains signes de qualité sont plus orientés vers des marchés extérieurs, donc on peut se demander aussi si on ne s'est pas perdu un peu en chemin dans ces signes de qualité. Mais voilà, pour le plan Maroc vert, je ne sais pas s'il faut que j'en dise un peu plus. Ça a été, je lisais aussi parce qu'on parlait de la place des femmes dans l'agriculture et ça a été apparemment assez bénéfique justement pour créer de l'emploi. Et il y a eu des financements spécifiques à la création d'organisations de femmes. Et ça aussi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'aides, notamment du roi, de la Fondation du Roi, pour développer des organisations collectives et des coopératives autour de femmes pour créer de l'emploi rural pour les femmes. Donc ça a été assez bénéfique. Pardon, merci beaucoup. Donc peut-être on va un petit peu s'éloigner donc de tout ce qui est les politiques locales et on va s'intéresser plus au thème donc qu'on avait prévu comme débat dans l'agriculture. Donc vous avez évoqué justement à l'instant la place des femmes dans l'agriculture, donc je pense que ça peut intéresser énormément de spectateurs. Donc peut-être on peut faire un comparatif avec la place des femmes au Maroc, mais aussi en France. Donc Elsa Pibou, si vous voulez bien commencer. Oui, parlons des femmes. C'est important, c'est essentiel. Bien, là encore, je ne suis pas du tout spécialiste de la situation marocaine, donc je vais davantage vous parler des dynamiques qu'on observe concernant la place des femmes en agriculture en France. Ce qu'on a remarqué pendant très longtemps, la situation des femmes, elle était caractérisée par une forme d'invisibilité en fait, du travail des femmes en agriculture. Les sociologues employaient même le terme de métier de couple. Parce qu'en fait, travailler en agriculture signifiait aider son conjoint et réaliser des tâches dans la sphère à la fois domestique, dans la sphère de la production sous forme de coups de main ponctuels, parfois conséquents, hein, parfois très importants, au moment des récoltes notamment, ou de la transformation de certains produits. En tout cas, il y avait une forme d'invisibilité. D'ailleurs, la France a vraiment tardé à reconnaître le statut des femmes et des conjointes de collaborateurs. Donc, il y a eu toujours une présence des femmes en agriculture, toujours, mais c'était sous la tutelle maritale, sous la tutelle du mari, la tutelle maritale. Et je pense que c'est ce qu'on observe encore aujourd'hui beaucoup dans la situation marocaine. Et en France, ce statut, cette place des femmes dans l'agriculture, elle a évolué par l'effet de deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la reconnaissance du statut de chef d'exploitation, l'autorisation pour une femme d'accéder au statut de chef d'exploitation et la reconnaissance du statut de conjoint collaborateur un tout petit peu avant les années 2000. Donc ça a été quelque chose de décisif. Et autre phénomène, à partir des années de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été donc le développement du travail pour les femmes à l'extérieur de l'exploitation. Et ça a complètement changé la place des femmes dans l'agriculture parce qu'elles étaient capables d'ailleurs d'assurer un revenu régulier en accédant au salariat. Et donc, elles sont parfois devenues essentielles au fait que leurs conjoints, qui se tirent parfois très peu de revenus du fait des fluctuations du travail agricole et de la production, elles assurent une certaine forme de stabilité dans l'espace domestique. Et aujourd'hui, encore la place des femmes a progressé. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a un quart des femmes qui sont chefs. Si on prend le total des chefs d'exploitation en France, un quart des femmes sont chefs d'exploitation aujourd'hui. C'est les chiffres qui datent de 2016. Donc, on voit bien qu'on a un développement du travail des femmes en agriculture et que les femmes, là encore, il y a beaucoup d'études qui portent sur le care et la place des femmes justement dans le soin domestique. On voit que en fait, les femmes sont celles qui s'investissent le plus dans des démarches agroécologiques, dans des démarches liées au territoire, dans le développement d'un lien au consommateur plus fort via la création d'AMAC, par exemple, que vous connaissez peut-être, des systèmes d'achat de paniers de manière régulière. En tout cas, voilà, on voit bien dans la situation française que les femmes sont à la fois une force qui est en plein développement, mais aussi une force de transition
agroécologiques dans les territoires. Merci beaucoup. Du coup, on a une question et surtout, n'hésitez pas à réagir si il y a des choses que vous ne comprenez pas ou si vous avez des remarques à faire sur certaines interventions, n'hésitez pas. Donc, on a une question qui dit, dans le film, on parle d'agriculture urbaine. À un moment, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ce serait intéressant d'avoir à la fois votre avis, Anna Fauchard, votre expertise sur le terrain, donc au Maroc, mais aussi Madame Pibou. Oui, ok. Oui, alors l'agriculture urbaine. À Fès, on peut pas dire que c'est vraiment développé. Effectivement, il y a cet homme qui en parle et qui développe justement ce système sur les toits de la Médina avec, je pense, des limites du fait des infrastructures effectivement qu'il peut y avoir sur la Médina. Je pense que selon les territoires, l'agriculture urbaine est importante. Dans tous les cas, c'est important, mais je pense qu'il y a des territoires, peut-être pas le Maroc, mais des territoires où il y a encore des problèmes importants de sécurité alimentaire, de sécurité nutritionnelle, où l'agriculture urbaine est un vrai levier. Je pense à d'autres territoires qu'on a étudiés comme l'Afrique du Sud ou même le Mexique ou autre. Enfin, je pense que dans tous les cas, parfois, c'est une source d'alimentation qui permet de réduire un peu le budget alimentaire sur le budget total et donc d'augmenter l'autonomie alimentaire à l'échelle individuelle. C'est aussi un outil pédagogique important. Enfin, je pense au Mexique où il y a une loi qui est passée qui oblige toutes les écoles à avoir un potager dans l'école. Bon, alors, elle n'est pas forcément appliquée, ça c'est encore une autre thématique selon les territoires, mais on voit le rôle de l'agriculture urbaine sur les plans pédagogiques. Je pense aussi à toutes les écoles alternatives qu'on a pu étudier sur les différents territoires. On n'en a pas trouvé au Maroc, en tout cas pas à Fès. Mais là aussi, c'est un outil crucial dans l'éducation, en tout cas, dans une éducation alternative pour revaloriser à la fois ce que c'est que le rapport à la production agricole, à la nature, mais aussi la revalorisation de l'alimentation pour les futurs consommateurs qui font des choix alimentaires en fonction. Et puis bon, en France, il y a tous ces enjeux aussi d'îlots de chaleur et de rôle de la nature en ville. Peut-être que Elsa complétera sur la partie française. Oui, juste pour compléter, il me semble que l'agriculture urbaine, ça constitue un enjeu fort aujourd'hui. Un enjeu fort parce que ça permet de rapprocher à la fois les lieux de consommation et les lieux de production. Ça permet de lutter contre les îlots de chaleur, de ramener aussi des questions de production en ville. Si c'est là que se concentrent les êtres humains, il va falloir se poser la question de comment on nourrit tous ces êtres humains qui se trouvent dans les grands centres urbains. Donc, je pense que c'est quelque chose de fort. Et auparavant, là encore, on n'a pas inventé la foudre. Hein. Pendant très longtemps, les ceintures maraîchères étaient des zones de production qui entouraient les villes. Et donc, il existait. À Toulouse, il y a très longtemps, il y avait une ceinture maraîchère qui a petit à petit disparu au profit de l'urbanisation, au profit de l'artificialisation des sols, de développement de zones industrielles ou de zones de résidence. Voilà, donc je pense qu'il y a un enjeu fort là-dessus et qui doit se faire de pair, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il faille opposer agriculture urbaine et développement des espaces ruraux, parce que les paysans et les paysannes et ceux qui veulent voir leur situation être sécurisée ont besoin d'avoir cette sécurité dans les espaces ruraux. Et donc je pense qu'il faut penser le développement de l'agriculture agroécologique dans tous les espaces possibles. Voilà. Et je me permets juste un petit retour. C'est très curieux comme sensation parce que j'ai l'impression de parler à mon ordinateur. Alors, vous me direz, aujourd'hui, c'est mon quotidien professionnel. Mais si vous avez des retours ou des remarques à faire ou des questions de précision ou des besoins de compréhension, n'hésitez pas parce que des fois, on est en roue libre. Hein, voilà, n'hésitez pas. C'est un appel à vous exprimer, même si c'est à distance via le chat.
Et peut-être pour compléter, effectivement, on parlait de ceinture maraîchère et c'est vrai qu'à Fès, avant, il y avait ce qu'on appelle les genènes et on a étudié Sfax et il y avait la même notion de genènes qui sont des vergers et avec une production maraîchère aussi tout autour des villes. Et là, Fès, typiquement, c'est l'artificialisation des sols et la croissance de la ville qui a fait que petit à petit, ces ceintures et ces zones de production ont laissé la place à des constructions des immeubles et autres types de services. Voilà. Merci beaucoup. Pardon, merci beaucoup. Donc, si vous avez d'autres questions, et vraiment, comme Madame Pivot l'a dit, si vous avez des remarques, des incompréhensions, n'hésitez surtout pas à les dire. Donc, peut-être un autre point à soulever dans ce documentaire, il est dit qu'il y a un désintérêt des jeunes pour l'agriculture. Et donc, c'est intéressant de se poser donc, pourquoi il y a un désintérêt des jeunes, mais aussi qu'est-ce que ça implique. Donc, peut-être, Madame Pibou, si vous souhaitez en parler. Oui, alors un désintérêt des jeunes, il est compréhensible, ce désintérêt des jeunes, notamment parce que parfois c'est les moins jeunes qui les y poussent au désintérêt. Enfin, en France, pendant très longtemps, les agriculteurs ne conseillaient pas, les agriculteurs et agricultrices ne conseillaient pas à leurs enfants de s'engager dans la voie de l'agriculture. Ils leur disaient surtout, va faire des études pour avoir un boulot salarié et ne pas travailler autant que nous et ne pas se tuer à la tâche. Donc, il ne faut pas oublier que parfois, il y a ce phénomène-là qui a pu jouer. Et aujourd'hui, on peut comprendre que l'agriculture n'est pas un secteur, notamment dans les zones rurales un peu reculées, qui attire beaucoup de jeunes. Mais force est de constater que ça pose une question politique et d'aménagement des territoires et une question aussi environnementale. Parce que si on laisse toutes ces zones être accaparées et appropriées par des bailleurs de fonds internationaux, par des grandes entreprises et développer une agriculture qui est polluante, voilà, il y aura un problème majeur. Mais en tout cas, ce qu'on observe au Maroc, c'est une baisse progressive de la population jeune dans les espaces ruraux et un vieillissement de la population rurale. D'après les projections qu'a réalisé le Haut Commissariat au plan du Maroc, donc aujourd'hui en 2015, il y a à peu près 7% de la population rurale qui est composée de personnes de plus de 65 ans, et on va passer à 13%, de 7 à 13% en 2040. Donc cette question-là, elle commence à se poser aujourd'hui, elle va devenir un enjeu clé plus tard. Et pour moi, elle pose la question aussi de la transmission des exploitations. Parce que ce n'est pas uniquement une question de qui est jeune et qui est moins jeune dans l'espace rural, c'est comment aussi on permet aux exploitations existantes de perdurer, en fait, et de continuer à produire des produits de qualité. Et ça me semble clé. Et aujourd'hui, en France, nous, on est face à une crise de la transmission des exploitations qui est très forte. En Occitanie, en 2019, il y a 41% des chefs d'exploitation, donc une grosse partie, à 41%, qui ont plus de 55 ans et qui ont à ce jour aucun repreneur. Voilà, personne pour reprendre leur exploitation. Et aujourd'hui, les installations, elles ne compensent pas les départs. Il y a, pour 100 départs en Occitanie, il y a 63 installations. Et donc là encore, bon, la région Occitanie s'est emparée de la question et il y a plein d'acteurs du monde agricole ou du développement agricole qui se posent cette question, qui s'intéressent à cette dimension-là. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, on a du mal encore à résoudre cette érosion, en fait, de la population agricole dans les espaces ruraux, et qui me semble être majeure. Et là, je pense que les pouvoirs publics ont tout à gagner pour se tourner vers des associations qui installent des paysans et des paysannes, par exemple. Oui, il faut que je... oui, non, c'est vrai que nous, c'est ce qu'on a constaté aussi sur tous les territoires qu'on a étudiés, donc aussi bien au Mexique, au Chili, au Maroc, au Vietnam, on a clairement une dévalorisation du métier, en fait. C'est ça qui parfois a été faite effectivement par juste une observation de la difficulté du métier des parents et autres. Et je pense que l'enjeu, il est dans l'équilibre des territoires. Je pense qu'il va falloir réinventer un petit peu et rendre plus attractif. Et c'est ça qui est compliqué de rendre plus attractif, même si on y revient un petit peu en France et ailleurs. Et c'est marrant de voir le décalage d'ailleurs, de voir les jeunes Marocains qui sont là surtout pas, alors qu'aujourd'hui, nous, on a des néo-ruraux justement qui s'installent et qui rêvent d'une autre vie. Après, bon, de là à faire un projet agricole, c'est autre chose. Mais je pense qu'effectivement, il y a tout un enjeu de revalorisation et que ça passe par la ville. Et c'est ce que dit
Annie Melouki du réseau des initiatives agroécologiques a dit on a besoin des urbains pour réenchanter un petit peu l'agriculture. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes qui s'installent en périurbain, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir bénéficier de tous ces services de la ville auxquels ils souhaitent accéder aujourd'hui, ne plus en être privés comme ils ont pu le sentir en vivant peut-être sur les exploitations en milieu rural. Et donc, il faut recréer ce lien. Je pense que quand même, on a un enjeu de rééquilibrer les territoires, et c'est ce que dit aussi le roi du Maroc. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire en France quand je vois qu'on a des extra-métropoles et derrière des trains qui passent plus dans certains territoires. Je pense qu'il faut arriver à faire qu'on a envie de retourner dans des territoires ruraux, peut-être périurbains, et que ça puisse offrir quand même une vie sociale et pas cet isolement que certains producteurs peuvent ressentir quand il est subi plutôt que choisi. Merci beaucoup. Donc, on arrive, il est 15h11, le débat prendra fin à 15h15. Je me permets juste d'interrompre pour vous rappeler qu'après, donc dans le cadre du Forum régional de l'économie sociale et solidaire, donc on a un temps sur l'alimentation avec, en Occitanie, on relève le défi, donc c'est pour une alimentation locale et de qualité. Donc, parmi les intervenants, on peut y citer donc MI2S, qui est une association qui permet de relayer, de donner de la nourriture, des invendus. Il y aura aussi Alternativa. Comme association, on peut citer le CIVAM 31, le Temps d'Agir, VRAC, le Secours Populaire, Nature Pradette, Sol Violette, Ingénieurs sans frontières. Donc, énormément d'associations qui seront présentes pour échanger sur l'alimentation, donc comment avoir une alimentation locale et de qualité. Donc, peut-être il serait un peu temps de clore ce débat. En tout cas, je voulais remercier donc Madame Pibou et Madame Faucheur d'avoir été présentes. Et je vous laisse, si vous voulez, donc dire un dernier mot pour que ce soit pour dans le cadre du documentaire, une information que vous avez voulu vraiment, que vous auriez vraiment voulu donc relayer, c'est le moment. Allez, je prends la parole. Merci encore à tous les organisateurs et merci au travail des réalisatrices, parce que de nous donner à voir cette réalité sur la ville de Fès et avoir pris le temps d'interroger tous ces acteurs pour en faire un documentaire aussi pertinent, je trouve ça super. Donc bravo, merci de m'avoir proposé de réagir, je trouvais ça ultra intéressant. Et puis, je pense que les questions d'alimentation qui vont être abordées après, elles sont tout à fait liées à ce qu'on vient de voir aussi. Donc, il y a une forme de continuité qui, je pense, très intéressante. Donc au plaisir d'interagir avec vous. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour ces échanges. Nous, je pense que on remercie et on rejoint aussi le Festival alimentaire dans l'importance d'être tous citoyens du monde, même si cette remarque peut paraître un peu naïve, mais je pense que c'est important de comprendre que le diagnostic posé, il est à l'échelle internationale, et que donc c'est bien à l'échelle internationale qu'il faut que chaque territoire s'investisse, que la France ne se sauvera pas seule et que la solidarité internationale est plus que jamais indispensable pour résoudre ces problèmes et ces défis à la fois climatiques, économiques et sociaux qui sont devant nous. Et je rajouterai un dernier petit mot. Merci du coup à Elsa et Anna, et merci beaucoup au MES Occitanie d'avoir organisé cette projection alimentaire. Voilà, et comme l'a dit Anna, le festival alimentaire, c'est vraiment faire le lien entre ici et là-bas. Et pour nous, c'est vraiment très, très important. Donc voilà, sachez qu'en plus du programme du Forum régional d'économie sociale et solidaire Occitanie, il y a plein de projections alimentaires que vous pouvez voir partout en France. Voilà, sur d'autres films. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller voir sur le site du Festival alimentaire, parce qu'on a plein d'outils pédagogiques. Notre base, c'est vraiment l'éducation à la citoyenneté et solidarité internationale. Alors là, on ne peut pas faire d'outils pédagogiques en ligne, mais à la base, c'est quand même ça, et vraiment interagir. Donc, si vous connaissez des profs aussi qui ont envie, par exemple, d'aborder ce sujet avec les élèves, c'est vraiment possible. Et voilà, en tout cas, un grand merci. Et puis, Sébastien, je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur la suite. Enfin, tu l'as déjà dit, mais... Donc, merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à
à venir nous retrouver. Donc, je vais laisser le dernier mot à Bérénice Donden, qui est la coprésidente du Mouvement pour l'économie solidaire. Oui, bonjour. Donc, bonjour à vous. Merci d'être là. Donc, on va vous proposer de participer sur les liens qui ont été mis par Charlotte, de venir nous rejoindre sur Zoom pour entamer l'atelier interactif que nous avons prévu. Donc, cet atelier va rassembler à la fois des organisations de solidarité, au niveau alimentaire, qui notamment ont beaucoup œuvré pendant la pandémie Covid-19 dans la première phase du confinement et qui aujourd'hui se rassemblent avec la filière agricole, notamment Sivam Bio. Alors j'aurais presque envie de vous dire venez tous, parce que l'idée c'est d'être dans un format très animé, notamment par Mélissa de Sense in the City. Donc, on va partager en fait nos différentes visions citoyennes, expertises citoyennes, pour se dire comment on peut améliorer l'approvisionnement local de qualité pour les personnes en précarité sur Toulouse. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, Anna Fauché, Elsa, voilà, rejoignez-nous, mais surtout toutes les personnes qui ont assisté à ce film magnifique qu'on vient de voir. Et puis, bien évidemment, l'ensemble de l'équipe du Prosi Occitanie. Encore merci, Marie, d'avoir participé encore une fois cette année aux Fraises. Mais rejoins-nous, parce que maintenant, on va passer aux choses locales. Et on va essayer de voir comment on pourrait créer une communauté autour de ce projet. Et au-delà du Fraises, commencer à penser collectivement un projet commun. Et avec l'idée quand même de se retrouver au printemps, parce qu'on est un peu confinés, voilà, et que quand même on s'est dit que le Fraises, il aurait une journée printanière, parce qu'on a vraiment envie de vous voir en vrai. Merci à vous et à tout de suite.